Et l'interview de Colette Brel, on doit voir aussi. On parle de ça? Non, mais on sait Oui. Oui, je voulais savoir s'il y avait une priorité dans le traitement journalistique dans les domaines scientifiques, c'est-à-dire si on priorise les sciences pures plutôt que les sciences sociales et humaines. La santé. Toutes les études le montrent, c'est toujours la santé qui passe en premier quand on étudie la couverture. Puis en second lieu, ce qui va jouer, c'est les intérêts personnels du journaliste. Ouais, il y a quand même des sujets qui sont. Il y a des sujets toujours incontournables. Les découvertes de nouvelles planètes. Encore que là, maintenant qu'on a découvert une couple d'analogues relativement satisfaisants, là, ça va peut-être finir par slacker. Là. Mais l'espace en général, ça a toujours une fascination là-dessus. Puis bon, il y a sûrement une couple d'autres qui. Mais ta question portait-elle spécifiquement sur les sciences humaines? Oui. Okay. C'est parce qu'il y a un problème avec les sciences humaines. Moi, je sais qu'on a toujours voulu les couvrir, mais et je pense qu'à Québec Science, ils sont quand même assez bien couverts de façon générale des sciences humaines. Mais il y a un problème, c'est qu'il y a une partie de l'appareillage conceptuel en sciences humaines où les gens ont l'impression de savoir déjà ça. Donc, ils ont l'impression de rien. Si tu fais un texte sur comment on doit élever nos enfants, même si tu cites plein de recherches de psychologues et les gens ont l'impression que c'est le gros bon sens, et ils ont l'impression de rien apprendre. De sorte que les gens pensent que tu n'es pas scientifique parce que tu... Alors, quelque part, c'est une caricature, mais on voit un texte et on dit, OK, y a-t-il 2-3 planches du cerveau, là, la photoluminescence du cerveau qu'on peut mettre? Est-ce qu'on peut mettre quelque chose pour donner l'impression au lecteur que là, c'est de la science, tu sais? Et j'avais même réflexe à la découverte, à un moment donné, si on pouvait mettre un peu de cerveau là-dedans, un peu. Et ça, c'est un des problèmes en sciences humaines. Le reportage sur les bébés de petits pois, les prématurés qu'on avait, on avait un reportage qui venait d'une grande chercheuse à Harvard, à Boston, qui avait fait une recherche pour démontrer que les bébés prématurés, si tu les cajolais, ils avaient un taux de réaction beaucoup, ils étaient stimulés, Une meilleure santé, finalement. Puis une meilleure santé, mais tu dis ça, puis tu as l'impression de dire tout le monde sait ça. Mais là, c'est une vraie recherche, c'est démontré. Elle a fait tout son protocole et tout. Mais tu fais 12 minutes à la télévision là-dessus pour te démontrer que si tu caresses ton enfant, il a plus de chances de bien se développer, puis il va être plus intelligent, puis ça, on ne savait pas quoi faire avec ça. On l'a fait pareil. On l'a fait. On l'a fait, mais on a demandé à la journaliste de refaire un peu. J'ai dit, on a l'impression que c'est une lapalissade. Peux-tu mettre un petit peu du contenu de la recherche là-dedans qu'on comprenne? C'est capable de mettre 2-3 planches du cerveau qui montrent le cerveau d'un et de l'autre. Là, les gens, là, c'est de la science. Et c'est toujours un débat énorme. Excuse-moi, Jean-François, c'est toujours un débat énorme. C'est bon. Une autre recherche était sur les jurys. Comment tu vas l'illustrer, la réaction du jury, la position, il y a un chercheur qui avait étudié ça, comment tu peux intimider dépendamment où il est situé, tout ça. Pas facile. Un problème aussi souvent avec ces recherches en sciences sociales, puis j'en viens, j'étudie ici en histoire et en sociologie, c'est que c'est peut-être pas tout le temps assez quantifié. Il y a des fois que je me souviens quand j'étais à la maîtrise en sociologie, j'étais du côté quantitatif, là, ce que jamais c'était faire des stats. Les méthodes qualitatives, ça ne dit absolument rien. Mais un échantillon de 18 personnes, comme on trouve trop souvent, je pense, dans sociologie qualitative, ben, c'est 18 personnes. Bon, on va passer à la défense de la recherche. En fait, moi, je suis une ethnographe. Je suis une personne qui valorise la recherche en profondeur sur les petits échantillons d'exemple. Et ce que je vous dirais, c'est que sur les recherches, par exemple, en matière d'environnement, sur les questions d'environnement, qui ont souvent des déterminants sociaux, sur les recherches sur l'obésité, sur toutes ces questions-là qui ont des déterminants sociaux. Souvent, les recherches en ethnographie permettent d'éclairer autrement. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est la complémentarité des recherches. Je pense qu'il ne faut pas dire qu'il y en a une qui est scientifique et l'autre qui n'est pas. C'est vraiment des approches qui sont différentes et que parfois, la recherche ethnographique permet de comprendre des phénomènes. Par exemple,
exemple, en agriculture, là, je me souviens plus de la fameuse recherche sur les moutons, là, mais où il y a des phénomènes qui ont été observés par des mesures techniques, scientifiques, mais puis après ça, par des recherches ethnographiques, on permettait de voir que finalement, c'est des comportements humains qui venaient transformer l'environnement. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Là, je n'ai pas l'étude exactement en tête, mais donc il y a une complémentarité là, qui peut être intéressante, même si la recherche elle est moins dure, elle est moins probante sur le plan de la généralisation, qui permet d'aborder des nuances. Oui, l'ergonomie, par exemple, qui est fondée sur l'étude d'un poste de travail, un seul, pas 18, un poste de travail pour analyser une situation de travail, te donne un éclairage qu'on n'a absolument pas dans une étude statistique. Ce poste de travail-là en particulier est analysé à travers une grille qui elle, a été établie sur quelque chose de plus large. On parle de complémentaire. Mais oui, on s'en peut dire. Mais c'est vrai qu'en traitement média, on a tendance. Alors, il y a Xavier qui attend depuis tout à l'heure, je viens de patienter pour sa deuxième question. J'ai juste une toute petite question, c'était pour savoir quel était le profil de l'auditeur moyen de découverte. Pardon? Le profil du spectateur moyen de découverte. C'est la population au-dessus de 40 ans, majoritairement, qui écoute l'émission. C'est une préoccupation qu'on vous mette les doigts sur. Même la moyenne est probablement 55 ans. Oui, c'est un public qui est vieillissant. Bien que tu parles des gens qui écoutent tout ça en famille. Mais quand on regarde les chiffres, c'est vrai qu'il y a une proportion de petits-enfants qui accompagnent leurs parents qui écoutent l'émission. Mais. Ou sur le profil de la télé en général. C'est ça. Le profil de la télé est dans les vieux. C'est ça. Ce sont des hommes qui ont plus de 40 ou 45 ans, je pense, majoritairement. Et de quel milieu social en général ils proviennent? Je pense qu'on n'a pas cette information. C'est le profil de Radio-Canada, donc forcément un peu plus scolarisé que la moyenne. C'est le profil de Radio-Canada. La seule émission, à Radio-Canada, toutes les émissions partagent font le profil radio-canadien, donc des gens scolarisés, des gens d'un certain âge, vieillissants d'ailleurs. La seule qui est un peu hors profil, effectivement, la semaine verte est un peu hors profil. Beaucoup plus de gens de ruraux, de gens de campagne, de gens. Ben, encore là, beaucoup plus. Les ruraux au Québec, c'est 4% de la population, il y en a 7% à la semaine verte, c'est pas la majorité, mais disons que. Mais sinon, c'est le profil moyen de Radio-Canada, donc relativement scolarisé, mais. Oui, alors, en fait, on a parlé de plusieurs choses, mais moi, je m'interroge, en fait, il y a des fois où c'est le sujet scientifique qui s'impose à la population. Je prends l'exemple parce que j'ai travaillé sur le dossier de la grippe AH1N1, l'adjuvant. Y a-t-il quelqu'un avant 2009 qui savait ce qu'était un adjuvant? Alors aujourd'hui, on vous en parle, vous avez probablement tous une idée de ce que c'est lié à un vaccin, Donc, pour vous, cette espèce de, on peut dire, cette parcelle d'information qui émerge dans l'actualité, est-ce que vous voyez ça comme une valeur ajoutée? Est-ce que vous dites, bon, enfin, l'aspect scientifique reprend le dessus sur disons, l'actualité, et puis le citoyen va se faire une idée à partir d'une preuve, d'une base? Pour moi, oui, c'est clair. Ben, oui et non. Oui, effectivement, ça amène le sujet des sujets scientifiques sur la place publique, mais en même temps, il faut voir qu'est-ce qui se disait sur l'adjuvant et pourquoi cette question de l'adjuvant-là est arrivée sur la scène. Puis là, on s'en va un petit peu de la science. C'est la même chose avec la fluorisation de l'eau. Les compteurs électriques. Oui, les compteurs intelligents, les radiofréquences. Pouvez-vous expliciter? Ce qui se disait sur les adjuvants de mémoire, c'était que ça causait, ça causait à peu près n'importe quoi. Là, ça causait à peu près tout. C'est un petit peu comme les radiofréquences d'ailleurs. C'était basé sur à peu près rien. Quelques études de Wakefield qui ont été complètement anéanties et même rétractées par la suite. Sur les radiofréquences, ceux qui militent contre les compteurs intelligents citent et recitent abondamment un rapport qui s'appelle le rapport Bio-Initiative de 2007, qui existe bel et bien et qui, oui, il y a eu plusieurs vrais chercheurs sérieux qui ont écrit là-dedans, sauf que les conclusions ne sont pas appuyées par ces textes-là, les conclusions du rapport. Puis ce rapport-là a été, démoli par à peu près tout ce qui se fait de
d'agences de santé publique en Europe, spécialisées ou non pour la radioprotection, là, ça dépend des endroits. Mais c'est encore cité abondamment. Fait que, bon, oui, ça remet le sujet général de la science à l'ordre du jour. Ça nous donne la job, ça nous donne une utilité, mais bon, c'est un peu décourageant des fois. Pour moi, les adjuvants, c'est une question très intéressante parce que ça nous démontre d'une façon une démocratie dans le journalisme qui n'existait pas avant. Il y a 20 ans, quelqu'un serait plaint d'un adjuvant, il m'aurait écrit une lettre. J'aurais cherché dans la recherche, j'aurais trouvé un papier qui disait il n'y a aucun problème, on aurait ignoré la question. Maintenant, il y a une gang de fous qui publie sur 1 million de pages web et on ne peut pas l'ignorer. Alors, est-ce que ça c'est bon? En fait, comme je pense que oui. C'est mieux d'en parler, c'est plus ouvert, il y a plus de transparence en science. Alors pour moi, ces gens-là, je les trouve intéressants, je dirais. Parce qu'on a beaucoup de courriels d'eux, mais ça nous force de penser, de faire notre métier un peu différemment. Et oui, ça nous permet de faire plus de science, pas nécessairement les meilleurs sujets. Ça, c'est un sujet qui ne vaut pas toute la couverture qu'elle a eue, parce que c'est pas important, en fait, mais c'est vraiment un exemple pour moi de comment le journalisme a changé. Parce que ça nous parle des commentaires sur les blogs, tout ça. Les groupes de pression, les militants sont extrêmement présents. Ils vont commenter notre travail, ils sont là, ils vont tenter de gagner la crédibilité par toutes sortes de moyens. Donc, c'est un défi assez différent d'avant, dans le sens où on ne peut pas faire comme si ça existait. Moi, j'ai écrit une chronique sur les adjuvants qui disait que c'était une bonne décision scientifique et une très mauvaise décision politique. Alors, moi, je pense qu'on aurait dû avoir des adjuvants, mais pas durant les crises. Ce n'était pas le moment de l'introduire dans ce produit. Alors, c'est intéressant. Il y a une différence entre la politique et la science. Mais, un bémol supplémentaire que j'ajouterais, c'est que dans les médias mainstream, là, je ne parle pas de qui que ce soit ici, mais ces vérifications-là, on dirait qu'on ne sait pas. Oui, ça a changé, c'est peut-être mieux maintenant qu'avant, plus démocratique, mais ça demande des vérifications qu'on n'a pas toujours le temps de faire dans des quotidiens, pas sur le champ. C'est ce que j'ai dit là sur l'initiative, j'ai écrit une couple de fois sur les radiofréquences. Je me suis rendu compte de ça vendredi dernier. Mais donc, on ne le fait pas tout le temps, certainement pas assez souvent non plus. Pas encore, peut-être que ça va changer, peut-être que non, c'est pas parti, on n'est pas parti pour avoir de plus en plus de temps pour écrire nos affaires. De regarder qui finance qui aussi, qui vient l'argent grâce auquel les groupes survivent et veulent nous influencer. On n'a pas toujours le temps de vérifier ça, mais il faut le faire.